Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez marquant pour beaucoup, La guerre de l'art de Steven Pressfield. Bonjour. Oui, un essai assez percutant sur ce qui nous bloque, en fait. Exactement ce qui nous empêche d'avancer dans nos projets, qu'ils soient créatifs ou autres d'ailleurs. Et surtout, comment on peut essayer de gagner cette bataille intérieure. C'est ça. On va donc explorer ça en suivant un peu la structure du livre. D'abord, comprendre cet adversaire qu'il appelle la résistance. Mhm. Ensuite, voir sa stratégie pour la contrer, devenir pro. Tout à fait. Et puis, on abordera la troisième partie, un peu plus vaste, on va dire, qu'il nomme la sphère supérieure. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça. Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Pressfield, il vise large. C'est pas juste pour les artistes, les peintres, les écrivains. Non, c'est vrai. Ça s'adresse à toute personne qui sent une sorte de décalage, quoi, entre la vie qu'elle mène et ce qu'il appelle une vie non vécue à l'intérieur. Cette fameuse vie non vécue. Voilà. Que l'on soit entrepreneur, sportif ou juste quelqu'un qui cherche à avancer sur un plan perso, spirituel. Le livre donne vraiment un cadre pour comprendre ces blocages et agir. Alors commençons par le cœur du problème, ce qu'il identifie dans le premier livre, la résistance. Pour lui, c'est bien plus qu'une simple excuse, hein. Ah oui, clairement. C'est pas juste le trac ou un coup de mou passager. Non. Il la décrit comme une force active, négative, mais qui vient de nous. Robert Mackie, dans sa préface, il dit que c'est cette force destructrice qui surgit chaque fois que nous envisageons une action difficile et à long terme qui pourrait nous faire du bien. C'est puissant comme définition, effectivement. Oui, Et c'est vraiment le concept clé. Le point fondamental, c'est son universalité. Elle n'est pas personnelle. elle ne nous en veut personnellement. Non, voilà. Elle débarque dès qu'on essaie de s'élever, de créer quelque chose, de lancer un projet, de changer une mauvaise habitude, même de suivre une voie spirituelle. Mhm. Pressfield dit qu'elle est invisible, mais on la sent bien, hein. C'est interne, c'est l'ennemi intérieur. Et elle change tout le temps de forme. Protéiforme, oui. Voilà. Procrastination, distraction, peur, elle ment, elle est tenace. Rien que le fait de la nommer, de la voir comme une force, même si elle vient de nous, c'est déjà un premier pas pour lui retirer un peu de son pouvoir, je trouve. Il va même plus loin, il dit que la résistance peut servir de boussole. Ah oui? Comment ça? Il écrit plus un appel ou une action est importante pour l'évolution de notre âme, plus nous ressentirons de résistance à la poursuivre. En gros, elle nous indiquerait notre vrai nord. C'est une idée forte, ça. Presque contre-intuitive. Oui, mais je me demande est-ce que ça ne risque pas aussi de nous figer, de nous faire dire ah, c'est dur, donc c'est que je suis sur la bonne voie, et de s'obstiner peut-être à tort. C'est une très bonne question. Il ne creuse pas ce risque-là spécifiquement, mais il insiste sur le fait que ça pointe vers ce qui compte pour l'évolution de notre âme. D'accord. Ce n'est pas juste une difficulté. C'est la difficulté liée à une action qui nous fait grandir, qui nous rapproche de qui on pourrait être. Et ces symptômes, ils sont variés, La procrastination, le classique, demain je m'y mets. bien sûr. Mais aussi toutes les distractions possibles. Chercher les embrouilles, dramatiser sa propre vie, les addictions, que ce soit le sexe, les réseaux, le shopping. La victimisation aussi. Oui, la victimisation, c'est un grand classique. Critiquer les autres aussi souvent, c'est une projection de notre propre immobilisme. Il mentionne aussi l'automédication, le fait de choisir un partenaire qui est un peu le miroir de nos propres blocages, l'infélicité chronique comme symptôme majeur, et surtout la rationalisation. Ah, la rationalisation. La résistance est une championne pour nous donner des raisons super logiques, tout à fait valables, pour ne pas faire ce travail important. Elle retourne notre intelligence contre nous, en fait. C'est ça, l'exemple extrême qu'il donne avec Hitler. Bon, c'est choc, mais ça illustre l'idée, hein. Il suggère qu'il était plus facile pour lui de déclencher une guerre mondiale que d'affronter sa toile blanche d'artiste frustré. Oui, cet exemple est volontairement provocateur, c'est clair. Mais ça montre la puissance destructrice qu'il attribue à cette force quand on ne la confronte pas. L'essentiel à retenir de cette première partie, c'est vraiment l'identification. Reconnaître l'adversaire. Voilà, comprendre ses tactiques, réaliser qu'elle se nourrit de notre peur. La nommer, c'est le début de la maîtrise. Bon, alors, une fois qu'on a identifié cet ennemi intérieur, comment on fait pour le combattre? C'est là qu'arrive le livre 2, avec une réponse assez directe. Devenir pro. Oui, et il oppose vraiment les deux, l'amateur et le professionnel. Radicalement même. L'amateur, il est là pour s'amuser quand il en a envie, et dès que ça devient un peu ardu, hop, il disparaît. C'est ça. Alors que le pro, c'est différent.
C'est un engagement total, une vocation, dit-il. Même quand ça fait peur, même quand c'est inconfortable. C'est plus qu'un statut, c'est une mentalité. Exactement. C'est un ensemble d'habitudes, de qualités mentales. On pourrait peut-être les regrouper. Il y a d'abord la discipline et la constance. Le fameux se pointer tous les jours. Voilà, à heure fixe si possible. Que l'inspi soit là ou pas. Comme disait Somerset Maugham, l'inspiration, elle venait tous les matins à 9 heures pour lui. L'action d'abord. L'inspiration suit. C'est ça. Ensuite, il y a la résilience émotionnelle. Le pro, il apprend à encaisser l'inconfort, la solitude, le doute, le rejet. Il dit qu'il apprend à être misérable, comme un marine. C'est assez fort. Oui, il est patient, il sait que c'est un marathon, pas un sprint. Il accepte la peur, mais il agit quand même. L'exemple d'Henri Fonda, qui avait le trac toute sa vie avant chaque scène. Même à la fin de sa carrière. Impressionnant. Ça marque, oui. Ces deux aspects, discipline et résilience, sont centraux. Et il y a un troisième pilier, tu disais? Oui, je dirais la focalisation sur le métier et le détachement. Le pro, il se concentre sur la technique, sur le travail lui-même. Il ne cherche pas d'excuses, il fait avec ce qu'il a. Plays it as it lays. Exactement, il est très pour l'adversité. Et surtout, il apprend à prendre de la distance par rapport à son travail et à son ego. Il ne prend pas l'échec ou le succès trop à cœur. L'anecdote sur le flop de King Kong Lives. Oui, elle est très parlante. Il dit qu'il est devenu pro, non pas grâce à un succès, mais en survivant à cet échec monumental, sans lâcher l'affaire. Cette notion de détachement est clé. Il parle même d'une attitude parfois mercenaire, de bosser pour l'argent. Ça peut heurter un peu. Oui, ça peut surprendre. Mais il explique que ce n'est pas par manque d'amour pour son art, au contraire. C'est plutôt une stratégie psy pour gérer l'intensité de la passion sans choquer, comme il dit, Ouais. sans craquer sous la pression. L'argent devient un symbole de professionnalisme, un outil pour rester humble, discipliné. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement d'adopter cette posture pro face à la résistance? Ça change tout, selon lui. La résistance, elle se nourrit de peur, d'amateurisme, d'inconstance. Quand elle se heurte à un mur de détermination, elle recule. Le professionnalisme pour Pressfield, ce n'est pas une question de talent ou de reconnaissance extérieure. C'est une décision, un acte de volonté, répété tous les jours. C'est un choix actif. C'est ça. En étant là, en faisant le travail malgré tout, en se concentrant sur le processus plus que sur le résultat immédiat. Le pro coupe l'herbe sous le pied de la résistance. Il l'affame, en quelque sorte. C'est un vrai changement de paradigme intérieur. D'accord, donc on a vu identifier la résistance et adopter la stratégie du pro pour la contrer, mais Pressfield va plus loin dans le livre 3. Il nous emmène au-delà de la résistance, dans ce qu'il appelle la sphère supérieure. Et là, on bascule dans une dimension, plus métaphysique, on peut dire. Oui, c'est la partie qui peut sembler la plus ésotérique, peut-être. Il parle de muses, d'anges, de forces invisibles qui viennent nous aider quand on s'engage vraiment. Il dit que le travail acharné, c'est comme une baguette aimantée qui attire cette aide céleste. Voilà. Et c'est un point qui, c'est vrai, divise parfois les lecteurs. D'ailleurs, Robert Mackie, dans sa préface, il apporte une nuance intéressante. Ah oui. Il suggère une lecture alternative. Ce que Pressfield nomme muse ou divin, Mackie, lui, l'interprète plutôt comme le talent génétique ou la puissance de l'inconscient. Deux explications pour un même phénomène, en somme. On peut le voir comme ça, oui. Deux façons de nommer cette expérience que beaucoup de créatifs rapportent. Recevoir des idées qui semblent venir d'ailleurs, de plus loin que leur propre réflexion consciente. D'accord. Mais l'essentiel, et là-dessus ils sont d'accord, c'est que cette aide, qu'on l'appelle muse, inconscient, inspiration, peu importe, elle semble arriver quand on est au travail, quand on est engagé dans le processus. Et Pressfield insiste sur le fait qu'il faut activement demander cette aide, c'est ça? Il parle de rituel, d'humilité. Absolument. Il rappelle les invocations des muses chez Homère, chez Xénophon. Il partage même sa propre prière quotidienne tirée de l'Odyssée. L'idée derrière, c'est l'humilité. Reconnaître qu'on n'est pas la source unique de notre travail. Se voir comme un canal, peut-être? Un peu, oui. Il y a cette belle citation de William Blake qu'il reprend. « L'éternité est amoureuse des créations du temps. » Ça suggère que quelque chose d'immatériel cherche à prendre forme à travers nous. Cette partie explore aussi la différence entre l'ego, le moi, et le soi, le self, en s'inspirant de Jung. L'ego, c'est le moi ordinaire, lié au matériel, à la peur, à la séparation. C'est lui qui génère la résistance. Et le soi?
Le soi, c'est notre essence plus profonde, connectée à notre potentiel, à une dimension plus vaste. C'est de là que viendraient les intuitions fortes, les rêves significatifs qu'il raconte. Oui, les rêves de l'aigle, le rêve Largo, ce sont des passages assez marquants. Oui, il semble le guider vers sa voie, et ça rejoint une autre idée assez Assez. provocatrice de Pressfield, Laquelle? que notre plus grande peur, ce ne serait pas l'échec, mais la réussite. La peur de réussir. C'est paradoxal, non? Oui, la peur de devenir vraiment qui on est censé être. Il suggère que réaliser pleinement son potentiel, ça peut vouloir dire se différencier de sa tribu, de ses proches, de l'image qu'on a de soi-même. La peur de l'inconnu, de la responsabilité aussi peut-être. Exactement. C'est une forme ultime de résistance, générée par l'ego qui veut garder le contrôle, maintenir le statu quo. Mais affronter cette peur, c'est ce qui nous connecte à notre soi, à notre destinée unique, qui est là dès le berceau, dit-il. Et pour nous aider à y voir plus clair, il introduit une distinction importante, l'orientation territoriale versus l'orientation hiérarchique. Tu peux nous expliquer ça? Bien sûr. Alors, l'orientation hiérarchique, c'est quand on se définit par rapport aux autres. Leur rang, le statut. Voilà. L'opinion des autres, la compétition, la validation externe. Pour un artiste, c'est dangereux, car ça le rend dépendant du marché, des critiques, des modes. C'est l'attitude du hack, celui qui essaye de deviner ce que les autres veulent entendre ou voir. Et l'orientation territoriale? À l'inverse, l'orientation territoriale, c'est quand notre identité, notre satisfaction profonde, vient de notre connexion directe à notre travail, notre art, notre passion, notre territoire. C'est une source de nourriture psychologique interne. Comment on sait quel est notre territoire? On le réclame par le travail, souvent dans la solitude, dit-il. Il nous rend ce qu'on y met, en satisfaction, en croissance personnelle. Il donne les exemples de Schwarzenegger à la salle de muscu. Ou Stevie Wonder au piano? Exactement. Leur joie première vient de l'acte lui-même, de la connexion à leur domaine, pas forcément du regard des autres. Il propose même des petits tests. Ah oui, intéressant. Du genre, quand on est anxieux, est-ce qu'on appelle des amis, hiérarchie, ou est-ce qu'on se réfugie dans son travail, territoire? Est-ce qu'on ferait cette chose même si personne ne nous regardait? Si oui, c'est sans doute notre territoire. Intéressant comme test. L'acte créatif authentique, pour lui, est forcément territorial. Il s'agit de trouver sa joie dans le faire, dans l'amour du métier. Un peu comme l'idée de la Bhagavad Gita, agir sans être attaché au fruit de l'action. Faire son travail pour le travail lui-même. C'est ça, offrir son travail presque comme une dévotion, se voir comme un humble serviteur d'une intention plus grande. C'est dans cette posture, dit Pressfield, qu'on trouve la vraie force pour vaincre la résistance sur le long terme. Très clair. Alors, si on prend un peu de distance maintenant, pour une analyse un peu plus critique peut-être, on a évoqué la nuance entre Pressfield et Mackay sur la source de l'inspiration, muse ou inconscient latent. Pourquoi c'est intéressant de s'arrêter là-dessus? C'est intéressant parce que ça montre qu'on peut adhérer au message principal du livre sans forcément acheter tout le package mystique si on n'est pas à l'aise avec ça. On peut choisir son interprétation. Voilà. L'interprétation de Mackay, talent inné, travail de l'inconscient, permet d'accepter l'idée qu'une aide extérieure à notre volonté consciente arrive quand on bosse sérieusement, même si on a une vision du monde plus rationnelle ou psychologique. D'accord. Ça rend le concept plus accessible peut-être. Mais dans les deux cas, le message pratique est le même. C'est l'engagement dans le travail qui ouvre la porte à ses forces, peu importe comment on les nomme. Une autre chose qui marque beaucoup, c'est le langage. Très martial, tout le temps, guerre, ennemi, combat à mort, discipline militaire. C'est une métaphore très forte qui donne une énergie folle au texte. C'est vrai. Mais est-ce que cette radicalité, elle est toujours aidante? Est-ce qu'elle ne risque pas, pour certains, de rendre la création encore plus intimidante, angoissante? C'est une excellente remarque. Cette approche guerrière, elle a le mérite d'être claire, de sonner l'alarme. Elle nomme un adversaire, elle appelle à une mobilisation totale. Ça peut être hyper motivant pour sortir de l'inertie. Ça peut secouer, oui. Mais c'est vrai, pour d'autres, ça peut sembler excessif, voire anxiogène. Surtout si on voit la création plutôt comme un jeu, une exploration, une connexion douce. Il est possible que cette métaphore parle plus à certaines personnalités ou face à certains types de blocages très forts. Mais même si on n'accroche pas à 100% à cette rhétorique ou à la partie spirituelle, la grande force du livre, ça reste ce concept de résistance comme outil de diagnostic. C'est vrai que c'est puissant pour mettre un nom sur ce qu'on ressent. Identifier ses propres formes de procrastination, de distraction, de peur, et les voir comme les différentes têtes d'une même hydre, la résistance, c'est déjà super utile. Et puis, les anecdotes personnelles de Pressfield, il est très honnête sur ses propres galères.
Oui, ça rend le tout très humain. Ça le rend crédible, exactement. Une question sur l'applicabilité peut-être. Pressfield prend souvent l'exemple de l'écrivain, de l'artiste qui peut vraiment dédier sa vie à ça. Comment cette approche pro, qui est quand même très exigeante, elle se transpose pour quelqu'un qui a un boulot alimentaire, une famille, et qui essaye de caser sa passion créative sur son temps libre? Est-ce que cette radicalité du pro n'est pas un peu décourageant de voir un chemin vers le burn-out dans ce cas? C'est un point essentiel, ouais. Il faut sans doute adapter. Mais l'esprit du pro, je pense qu'il reste pertinent. C'est-à-dire, C'est-à-dire la décision de prendre son projet au sérieux, même s'il est à temps partiel. La discipline de s'y mettre régulièrement, même si c'est pour peu de temps, 1 heure, 30 minutes. sanctuariser ce temps. Voilà. Se focaliser sur le processus, se détacher un peu des résultats immédiats, tout ça, ça peut s'appliquer même avec des contraintes fortes. Ce n'est peut-être pas le volume horaire qui compte le plus, mais la qualité de l'engagement et ce changement de posture mentale face à la résistance. Trouver un équilibre. Oui, trouver son propre équilibre pour ne pas s'épuiser, c'est sûr. Mais le principe de traiter son art avec sérieux, même en amateur au sens littéral, ça reste valide. D'accord. Donc, si on devait résumer les messages vraiment clés de la gueule de l'art, ce serait quoi? Mais, premièrement, que la bataille principale pour tout projet qui nous tient vraiment à cœur, elle est intérieure. Contre cette force négative, la résistance. Ensuite, Ensuite, que la victoire passe par une décision, celle d'adopter une discipline de pro, peu importe nos circonstances, et de cultiver une orientation territoriale. trouver sa satisfaction dans le faire, dans le travail lui-même. C'est ça. Et enfin, peut-être, faire confiance au processus et à cette aide qu'on appelle muse, inconscient ou autre, qui semble se manifester quand on s'engage vraiment, corps et âme. Très bien résumé. Et peut-être pour laisser une dernière pensée. Pressfield nous invite à regarder notre vie non vécue, au-delà des projets évidents, comme écrire un livre ou lancer une boîte. Quelle est la bataille plus subtile que la résistance nous empêche de mener? Dans notre développement personnel, peut-être? Oui. Quelle est cette activité, cette passion cachée, ce changement qu'on repousse, ce territoire unique qui nous appelle et qui attend juste qu'on décide de s'y pointer sérieusement jour après jour?